Imaginez deux personnes. Toutes les deux ont économisé 100 000 $. 10 ans plus tard, l'une en a 180 000, l'autre en a 450 000. Même revenu, même marché, alors qu'est-ce qui a vraiment changé entre les deux? Voici la vérité. Les premiers 100 000, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est le moment où les calculs basculent enfin en ta faveur. Les calculs cessent de jouer en faveur de ton patron et commencent à fructifier pour toi. La plupart des gens abandonnent juste avant ce tournant. Ils fixent une tirelire qui ne semble jamais se remplir, abandonnent, et ne voient jamais l'effet boule de neige se former. Charlie Munger disait que les 100 000 premiers, c'est l'enfer. Tout le monde cite cette phrase, presque personne ne l'explique. Voilà le truc. Le seuil des 100 000 $, ce n'est pas vraiment une question d'argent. En réalité, c'est une question de dynamique qui se construit. Laissez-moi vous expliquer. Pendant la majeure partie de votre vie, on vous a répété exactement le même refrain. Épargnez 10% chaque mois. Cotise au maximum sur ton plan retraite. Achète le fonds indiciel. Attends d'avoir 65 ans. Reçois la montre en or. Terminé. C'est la règle que tout le monde répète, parce qu'elle est rassurante, simple, et qu'elle tient parfaitement sur un magnète de frigo à la maison. Et ce n'est pas faux, c'est juste incomplet. Cette règle, c'est de la pensée linéaire piégée dans un système exponentiel. Épargner 10% suppose que chaque euro que vous ajoutez fait le même travail que le précédent. Ce n'est absolument pas le cas. Le dollar que vous économisez à 22 ans accomplit un travail totalement différent de celui que vous économisez à 45 ans. L'un a des décennies pour se multiplier et fructifier en silence. L'autre ne fait que combler un trou dans votre plan de retraite. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais l'épargnant moyen ne ressent jamais vraiment de progrès réel d'un mois à l'autre. Ils mettent de côté 200 $ chaque mois. Un an plus tard, ils ont à peine plus que ce qu'ils avaient au départ. Le marché fluctue, l'inflation grignote une part, le solde semble presque identique. Alors ils se posent la pire question possible. Est-ce que ça marche au moins? Puis ils s'arrêtent, ou y touchent, ou s'empruntent à eux-mêmes, et tout repart à zéro. Voici ce qui leur échappe. Un chiffre précis fait voler en éclats, en toute discrétion, le modèle de l'épargnant prudent. Franchissez-le et les règles s'inversent. Le chiffre est 100 000. Peu importe que ce soit dans un fonds indiciel, un compte de courtage ou un compte de retraite. Ce qui compte, c'est que tout soit réuni au même endroit et que ça travaille pour vous. Voici le paradoxe que presque personne n'explique correctement. Les 100 000 premiers prennent plus de temps à bâtir que les 400 000 suivants. Relisez cette phrase. La période la plus difficile de votre vie d'investisseur va de 0 à 100 000. Après ça, tout s'accélère. Pas parce que tu es devenu plus malin ou que le marché est devenu plus gentil, parce que les mathématiques ont enfin quelque chose à multiplier. C'est ce que voulait dire Munger. Il disait aux jeunes « Prenez 2 emplois, oubliez la voiture, mangez du riz et des haricots, atteins juste 100 000. Ensuite, tu pourras lever le pied. Le portefeuille commence à porter son propre poids. Pourquoi? À cause d'un chiffre que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de calculer. À un rendement réel de 7%, environ ce que rapporte un portefeuille d'actions diversifié à long terme, après inflation, 100 000 $ génère 7 000 $ par an, sans que vous ayez à lever le petit doigt. 7 000 $ par an, c'est environ 600 $ par mois, l'équivalent d'une mensualité de voiture. Ça, c'est les courses. Ça, c'est un bout du crédit immobilier. Et ça tombe que tu sois allé bosser ou rester au lit. Comparez maintenant cela à un épargnant qui ne dispose que de 10 000 $ investis au même taux de rendement de 7%, ça représente environ 700 $ par an, à peu près 60 $ par mois. 60 $, ça couvre à peine un abonnement de streaming. Alors, quand cet épargnant regarde son compte et ne voit presque aucun mouvement, il en conclut que l'investissement ne fonctionne tout simplement pas. Ils vendent, ils dépensent tout, ils repartent de zéro. Et ils racontent à tous leurs amis que la bourse est truquée. Voilà ce qu'il en est. Le marché n'est absolument pas truqué. C'est juste que leur petite cagnotte est trop modeste pour vraiment le ressentir. Voilà le mécanisme caché. La capitalisation est réelle à tous les niveaux, mais elle ne devient vraiment visible qu'au-delà d'un certain seuil. En dessous de cette ligne, vos versements dominent tout. Au-dessus de cette ligne, ce sont enfin les rendements qui prennent le dessus sur l'ensemble du tableau.
100 000 $, c'est à peu près là que cette domination bascule. Laissez-moi vous expliquer concrètement ce que cela représente. La première année d'épargne, la quasi-totalité de la croissance de votre compte provient de l'argent que vous y avez vous-même déposé. Vos contributions représentent peut-être 98% de la croissance. Le marché lui-même ne fait presque rien de visible. 5 ans plus tard, les versements représentent toujours environ 70% de la croissance, tandis que le marché gère discrètement les 30% restants. 10 ans plus tard, c'est à peu près moitié-moitié maintenant. Le marché commence enfin à tirer son propre poids juste à côté de vous. 20 ans plus tard, le marché fait les 2/3 du travail et vous, seulement 1/3. 30 ans plus tard, vos versements ressemblent à une erreur d'arrondi face à ce que la boule de neige génère d'elle-même. Alors quand quelqu'un te dit qu'il suffit de continuer à épargner, que ça finira par s'accumuler, techniquement il a raison. Mais il oublie le plus important. Il ne te parle pas de la phase invisible. Cette phase où ta progression est avant tout psychologique, pas encore financière. La phase où tu dois faire confiance à des calculs que tu ne vois pas encore et continuer à te présenter malgré tout avec conviction. Et voilà le coup caché d'attendre d'avoir assez avant de commencer à investir. Chaque année que vous repoussez n'est pas une année d'économie manquée, c'est une année de multiplication entièrement perdue. Le dollar que vous n'avez pas investi à 25 ans ne vous coûte pas seulement ce dollar-là à 65 ans. Ça vous coûte ce dollar multiplié par 7, ou 8, ou 10, selon la durée pendant laquelle il aurait tourné. C'est pour ça que ceux qui gagnent à ce jeu ne sont pas des plus intelligents, ce sont simplement les premiers arrivés. Mais c'est là que la plupart des chaînes de finance se trompent dans l'histoire. Elles s'arrêtent à « les intérêts composés, c'est magique ». Slogan mignon, inutile en pratique. La vérité, c'est que 100 000 en soi n'a rien de magique. Le comportement autour de 100 000 est. Et presque tout le monde se sabote précisément à ce seuil fragile. Laisse-moi t'expliquer. Au moment où tu franchis les 6 chiffres sur ton compte de courtage, quelque chose change. Quelque chose de psychologique se produit. Vous vous sentez riche pour la toute première fois. Pas vraiment riche, mais presque. Juste riche par rapport à la version de toi qui avait 9 000 $ sur un compte courant. Et ce sentiment, juste là, est le sentiment le plus coûteux de toutes les finances personnelles. Parce que la vraie richesse et le fait de paraître riche sont 2 disciplines totalement différentes, pratiquées par des personnes totalement différentes. La personne qui a discrètement 100 000 € investis ressemble en tout point à celle qui n'a rien. Même voiture, même vêtements, même appartement, rien de tape à l'œil ni d'extravagant dans leur apparence ou leur style de vie au quotidien. Celui qui a l'air d'en avoir 100 000, SUV en leasing, montre de luxe, escapade à l'étranger le week-end, affiche généralement une valeur nette négative. Ils ne sont absolument pas riches. Ils sont entièrement financés par une dette de consommation en constante augmentation. Mais juste au moment de franchir le seuil, l'inflation du train de vie vous tend une embuscade. Vous vous dites « ça fait 10 ans que j'économise, je mérite bien de m'offrir mieux ». Alors tu achètes la plus belle voiture, tu emménages dans un plus grand logement, tu pars en vacances plus loin. Rien de tout ça ne semble imprudent. Chaque choix se défend. 6 mois plus tard, votre taux d'épargne est discrètement passé de 20% à 4%. Voilà le truc. C'est pour ça que la plupart des gens retombent à zéro, même après avoir franchi la barre des 100 000. Pas parce qu'ils perdent l'argent dans un crack, parce qu'ils redirigent lentement, confortablement, presque invisiblement, les entrées. Le portefeuille cesse d'être alimenté. Arrêtez de l'alimenter pendant les premières années et la capitalisation n'atteindra jamais sa vitesse de croisière. Donc la première leçon cachée ne concerne pas vraiment le chiffre en lui-même. Elle consiste à ne pas broncher quand on finit par l'atteindre. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu ne flanches pas. Prends ces 100 000 et n'ajoute absolument rien de plus. Laisse-le simplement fructifier dans un portefeuille diversifié à 7% réel. Au bout de 10 ans, environ 200 000. Tu n'as pas travaillé pour ce deuxième 100 000. Tu n'as pas choisi d'action. Tu as simplement refusé d'intervenir. Après 20 ans, environ 400 000. Après 30, 760 000. Après 40, plus d'1,5 million. Le tout à partir d'un seul dépôt unique.
Passons maintenant à la version réaliste. Vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez à investir. Disons 1 000 $ par mois, 12 000 par an, en plus de ce salaire de base de 100 000. À 7% réel, 350 000 après 10 ans, environ 800 000 après 20, environ 1,7 million après 30 ans. Et quelque part là-dedans, une chose tranquille finit par arriver. Le portefeuille gagne plus en un an que votre salaire. La boule de neige finit par dépasser la fiche de paie. La plupart des gens ne voient jamais ce moment, car ils ne le laissent jamais arriver. Ils bricolent, ils spéculent, ils paniquent dans les baisses. Ils se précipitent sur l'action à la mode dont leur cousin a parlé à Thanksgiving. Ils déplacent leur argent pour des raisons fiscales qu'ils comprennent à peine. Chaque mouvement leur coûte. Chaque mouvement remet le compteur à zéro. Deux archétypes émergent, le bricoleur et le détenteur. Le bricoleur est toujours en train de faire quelque chose, rééquilibrer, changer de courtier, essayer de nouvelles stratégies, convaincu que l'activité en elle-même équivaut au progrès. Le détenteur a acheté des fonds indiciels diversifiés, mis en place des versements automatiques, puis est sorti prendre l'air. Des décennies plus tard, le détenteur gagne gros. Voici le secret qu'aucun magazine financier ne publie. Les intérêts composés récompensent l'ennui, pas le génie. Reste tranquille pendant que les maths font leur travail. Les meilleurs investisseurs disent que le plus dur dans leur métier, c'est de ne rien faire pendant de longues périodes. C'est ça, leur avantage. Et voilà enfin le vrai chiffre de la perte, celui que personne ne prend la peine de calculer soi-même. Imaginez, vous franchissez les 100 000, vous estimez avoir mérité une pause et vous retirez tout pour vous offrir un meilleur train de vie. Quel a vraiment été le coût de cette décision ? Laissée tranquille pendant 25 ans, elle atteint environ 550 000. Continuez à cotiser et vous atteignez 800 000. Interrompre l'effet boule de neige n'est pas un choix à 100 000 $. C'est plutôt un choix à 700 000 $, peut-être plus selon votre échéance. Voilà le coût caché. Encaisser à 100 000 €, c'est sans doute la décision financière la plus coûteuse que la plupart des gens prendront dans leur vie. Et en général, ça ne semble pas coûteux. Ça semble responsable, ça semble mérité, et c'est précisément là que se referme le piège. Il y a ici deux voleurs invisibles. Le premier, c'est la friction fiscale. Chaque fois que vous vendez, vous déclenchez un événement imposable. Vous réinitialisez votre prix de revient, vous perdez en friction, et une petite part de vos gains s'évapore discrètement à chaque fois. Le deuxième voleur, c'est la sécurité. Les gens se réfugient dans le cash ou les obligations dès qu'ils passent les 6 chiffres et appellent ça de la protection. Ils ne le protègent pas, ils le congèlent. L'inflation le ronge discrètement de l'intérieur, année après année silencieuse. Après 20 ans d'inflation à 3%, vos 100 000 en liquide n'achètent plus qu'environ 55 000. C'est la raison pour laquelle l'investisseur moyen sous-performe ses propres investissements d'environ 2 à 3% par an. Relisez bien. Leurs fonds, eux, s'en sortaient très bien. Ce sont les investisseurs qui ont sous-performé leurs propres fonds, en vendant précisément au pire moment. Acheter au mauvais moment. Changer alors qu'il aurait fallu rester. Les fonds ont fait le travail. L'investisseur l'a défait. Imaginez deux chemins. Premier chemin, à 35 ans, vous avez l'air riche. Voiture en leasing, grand appartement, Instagram parfait, aucun portefeuille. Deuxième chemin. Une vie d'apparence ordinaire à 35 ans, une voiture banale, un loyer banal, mais votre cagnotte dépasse déjà les 200 000. À 55 ans, la voie numéro 1 travaille encore sans relâche pour entretenir les apparences. La voie numéro 2 est libre, discrètement, sans drame. La vraie richesse contre l'apparence de la richesse. Voilà le choix que le seuil des 100 000 impose à chaque épargnant. La plupart des gens choisissent mal sans même se rendre compte qu'ils ont fait un choix. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour des décisions financières plus intelligentes. Alors, que fais-tu concrètement le jour où tu l'as franchi ? Laisse-moi te donner un cadre clair. 5 règles, simples, ennuyeuses, et exactement ce que les maths exigent discrètement de vous à ce stade. Règle numéro 1. Automatise, n'admire pas. Le jour où tu franchis les 100 000, la pire chose à faire, c'est de vérifier tous les jours. Le regarder ne le fait pas grandir, mais ça vous rend nerveux. Et la nervosité, à vrai dire, ça coûte cher. Mettez en place des cotisations automatiques.
configurez l'investissement automatique au sein de ces cotisations, puis fermez l'application et passez à autre chose. Se connecter 2 fois par an, c'est largement suffisant. Le portefeuille n'a pas besoin de votre surveillance, il a besoin de votre absence. Règle numéro 2. Augmentez votre taux d'épargne, pas votre train de vie. Quand vous obtenez une augmentation, la plupart des gens améliorent quelque chose immédiatement. Un meilleur appartement, une meilleure voiture, de meilleures vacances. Voici une stratégie financière plus intelligente que presque personne ne prend vraiment la peine d'appliquer. Chaque fois que votre revenu augmente d'$1, dirigez-en au moins la moitié directement vers le portefeuille en priorité. Vous ne ressentez pas la perte parce que vous n'avez jamais eu cet argent en main. C'est ça l'astuce discrète. Au fil de quelques augmentations, votre taux d'épargne grimpe discrètement de 10% à 15%, puis à 20%, sans aucune douleur. Règle numéro 3. Indexez l'essentiel, ignorez le bruit. Votre position principale est la fondation sur laquelle repose toute la boule de neige que vous êtes en train de bâtir. Il doit être diversifié, large, peu coûteux et ennuyeux. Une poignée de fonds indiciels à faible frais couvrant le marché mondial. Envie d'un coin pour tes expériences? D'accord, garde-le minuscule. Le cœur n'est jamais l'endroit où tu vas tenter des choses. Le cœur, c'est le moteur de toute la machine. Et les moteurs, la vérité, c'est qu'ils n'apprécient pas la créativité. Règle numéro 4. Protégez la boule de neige, aucun retrait. Dès qu'$1 entre dans votre compte à long terme, il appartient au vous du futur. Le toi d'aujourd'hui n'est que le gardien. Si un imprévu survient, une réparation de voiture, une facture médicale, c'est à ça que sert ton fonds d'urgence. Ton fonds d'urgence, c'est l'airbag. Le portefeuille, c'est le moteur. Ne casse jamais le moteur pour réparer un pare-brise. Règle numéro 5. Suivez votre valeur nette chaque trimestre, pas chaque jour. La surveillance quotidienne est un poison. Elle transforme la volatilité en montagnes russes émotionnelles. Une fois par trimestre suffit. Choisissez une date, le premier samedi de chaque trimestre, et notez le total de tous vos comptes. Vous verrez une ligne lente, irrégulière, globalement ascendante. C'est cette ligne qui compte. Le bruit du quotidien, lui, n'a tout simplement aucune importance. 5 règles. Aucune n'exige d'intelligence, aucune n'exige de timing, aucune n'exige de chance. Elles exigent quelque chose de plus rare, de la patience et une discipline ennuyeuse. C'est toute la stratégie à partir de 100 000. Laissez les maths faire leur travail discrètement, en arrière-plan. Voilà ce que la plupart des gens ignorent. Il existe un autre seuil au-delà de celui-ci, une seconde ligne invisible dont personne ne parle. Avec environ $250 000 investis, ce qu'on appelle le coast fire devient discrètement possible. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Le coast fire, c'est quand votre portefeuille est assez gros pour que, même sans ajouter un seul dollar, il grandisse jusqu'à financer votre retraite. Tu peux continuer à travailler, tu peux continuer à gagner ta vie, mais tu n'es plus obligé d'épargner à tout prix. La boule de neige termine toute seule. C'est une drôle de sensation. Moins de pression, plus de choix. Tu peux accepter le job moins payé qui te plaît vraiment. Vous pouvez changer de carrière, prendre une année sabbatique, pendant que le portefeuille continue tranquillement à fructifier en arrière-plan, quoi qu'il arrive. C'est ça la vraie richesse. Pas des chiffres sur un écran, mais du temps, des choix, des heures que tu maîtrises. Dans la prochaine vidéo, on décortique le seuil des 250 000, ce qu'il faut pour l'atteindre et ce qu'il change. Le calcul transforme cet objectif d'épargne en un véritable chiffre de la liberté, et toute la carte de la vie en est bouleversée. Moins une longue ligne droite jusqu'à 65 ans, plutôt une série de paliers à franchir en chemin. Avant de partir, voici une décision financière plus astucieuse pour ancrer tout cela, dès aujourd'hui. Si tu attends d'avoir assez pour investir, c'est ça le piège. Le « assez » n'existe pas. Vous commencez avec le chiffre que vous avez et vous laissez la boule de neige trouver sa propre taille avec le temps. En dessous de 100 000, ton seul objectif est d'y arriver le plus vite possible sans t'épuiser. À 100 000, ton seul travail, c'est de ne pas broncher quand les marchés deviennent bruyants et effrayants. Au-delà, votre seul travail est de rester ennuyeux pendant que les mathématiques des intérêts composés font le gros du travail. Voilà, c'est toute la carte.
Des règles simples, répétées pendant des décennies, avec la patience comme arme secrète. Si ça a changé ta façon de voir les 100 000 premiers euros, abonne-toi à Andy explique l'argent pour des décryptages chaque semaine. Prochaine vidéo, on plonge dans les 250 000, le moment où travailler devient vrai.